Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Les 2 premières émissions de cette semaine seront consacrées à la campagne électorale fédérale. Nous recevrons 4 des 6 candidats annoncés pour l'élection parce que la candidate du Parti conservateur du Canada et le candidat du Parti populaire du Canada ont refusé notre invitation. Donc, nous recevrons donc 4 des 6 candidats et à tout seigneur, tout honneur, la députée sortante et candidate du Bloc québécois, Mme Christine Normandin, ma première invitée. Mme Normandin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc, vous êtes en pleine campagne. Comment ça se déroule actuellement, les activités, le porte-à-porte? Ça bat son plein. J'aurais tendance à dire que c'est un peu en crescendo. Une campagne, c'est toujours plus vers la fin là, que ça devient davantage intense. Donc, on a des activités avec la communauté, du porte-à-porte, de la distribution qu'on fait un peu en poussette avec une équipe au complet. Mais ça se passe bien. La réception sur le terrain est bonne. Bon, tant mieux. Qu'est-ce que vous ressentez des gens dans vos rencontres? Quelle est la priorité? Parce qu'on parle beaucoup que la question de l'une sera évidemment la guerre commerciale avec les États-Unis, mais qu'est-ce que vous sentez sur le terrain par les gens? Mais on sent que c'est une campagne qui est un peu hors norme, puis on le voit juste à la façon d'agir des chefs aussi, entre autres le premier ministre non élu et chef du Parti libéral qui fait campagne plus ou moins, qui répond moins aux questions des journalistes, qui ne participe pas à certains débats. Déjà, ça donne un ton de campagne différent, puis ce qu'on entend beaucoup, c'est ce qui se passe au sud au sud de la frontière, là, aux États-Unis. C'est une des principales préoccupations des gens, mais avec des incidences sur leur réalité à eux, par exemple avec le coût de la vie. Ça, c'est ce qu'on entend. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a quand même des inquiétudes par rapport à ce qui va venir dans le moyen et le long terme d'une législature. Parce que là, oui, on est un peu le nez collé sur la question des tarifs, sur ce qui se passe comme guerre avec les États-Unis. Mais si un mandat dure, par exemple, 4 ans, il faudra s'occuper d'autres choses. Il va falloir parler de renégociation des accords commerciaux à 15-16 mois d'ici. Donc, on est dans le moyen terme. Là, il ne faut pas que l'aérospatiale, l'aluminium, la forêt, la gestion de l'offre, la culture passent à la trappe. Et dans le très long terme, bien, toute la poutine qu'on doit gérer à la Chambre des communes, où on doit parler de langue, on doit parler d'immigration, on doit parler d'environnement, on doit parler de laïcité, de justice, d'aînés, tout ça va aussi exister. Donc, quand on parle aux gens et qu'on gratte un peu au-delà de la question des tarifs, ils se rappellent qu'une élection, c'est aussi ces dossiers-là qu'on doit couvrir. Oui, parce que là, actuellement, on a les yeux rivés là, sur un moment présent qui préoccupe les gens, mais évidemment, un mandat, c'est très long et il y a d'autres dossiers dont vous souhaitez vous attaquer. Et un de ces dossiers-là, je pense, c'est la gestion de l'offre. Vous êtes prononcé là-dessus. Plusieurs craignent que la gestion de l'offre soit un peu mise de côté ou en tout cas qu'on coupe dans certains avantages que les agriculteurs ont actuellement. Quelle est votre position? Je pense que vous souhaitez qu'on ne touche pas à la gestion de l'offre et pas du tout, qu'il n'y a pas de négociation en fait à faire avec ça. Il n'y a absolument aucune raison qu'on abdique sur ce dossier-là et qu'on croit, M. Carney, quand il dit faites-moi confiance, cette fois-ci, je ne ferai pas comme les 3 autres fois, on ne touchera pas à la gestion de l'offre. Et quand on lui pose la question, allez-vous soutenir au retour en Chambre le projet de loi du Bloc québécois qui vise à encadrer la gestion de l'offre pour que ça ne fasse pas partie des accords commerciaux? Non, on n'en a pas besoin de ça. Mais pour nous, c'est un incontournable. C'est un fleuron de l'agriculture québécoise. 40 de la production laitière se passe au Québec. Mais c'est aussi un modèle qu'on veut protéger. C'est un modèle qui est important pour la vitalité des régions. On protège des plus petites entreprises à hauteur, à taille humaine, plutôt que, par exemple, des cheptels de 15 000 têtes comme au Wisconsin. On protège des fermes qu'on ne veut pas voir fermées. Et dans votre comté, il y en a beaucoup de ça. Et il y en a beaucoup. Et c'est important aussi pour la population. On entend des fois, oui, mais le lait coûte moins cher aux États-Unis. Si on prenait du lait de qualité équivalente aux États-Unis, il coûterait plus cher. L'agriculture là-bas aussi est subventionnée. Subventionnée avec quoi? Les taxes que les citoyens payent. Donc, indirectement, ça sort de leur poche. Et on a aussi une agriculture qui est beaucoup plus environnementale ici. Besoin de moins d'eau pour produire du lait, moins d'hormones dans le lait. C'est du lait de qualité, des règles beaucoup plus serrées. Donc, c'est tout à l'avantage de tout le monde qu'on maintienne ce système-là, qui est en fait la seule chose dont Trump a parlé quand il a présenté ses derniers tarifs. Quand il a parlé du Canada, ça a été que pour parler de la gestion de l'offre. Donc, on voit qu'il y a vraiment ça dans sa mire. Raison de plus de le protéger. Bon. Vous êtes porte-parole en matière de défense. Je crois que c'est ce matin ou hier là, où il y a eu une annonce que si les libéraux sont portés au pouvoir, on allait augmenter les dépenses en défense.
Quelle est votre position là-dessus? Comment vous réagissez à ça? Et qu'est-ce que vous souhaitez que le gouvernement fasse justement pour la défense exactement? Bien, en fait, on a été les premiers, nous, à demander qu'on atteigne minimalement le 2 auquel le Canada s'est commis en 2014. Ça fait quand même un petit bout, puis c'était avant que la situation géopolitique, entre autres avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, arrive. Les libéraux avaient dans leur mire, avec leur dernière planification stratégique qui date de mai l'année passée, d'atteindre peut-être 1,76 % en 2032. Puis là, à l'été, il y a eu le sommet de Washington. Ils ont dit « Ah non, finalement, on va atteindre le 2 % en 2030. » Puis là, les différents candidats ont fait de la surenchère sur le moment auquel il allait y arriver. Mais tous les partis, finalement, après avoir un peu tergiversé, s'entendent pour dire qu'on doit atteindre le 2 %, ce qui est en soi une bonne chose. Comment on le dépense maintenant? Bien, ça, c'est l'autre enjeu. Qu'est-ce qu'on fait pour l'atteindre? Parce que l'approvisionnement est un problème majeur en défense. On a beau budgéter des sommes, c'est bon an, mal an, 1,5-2 milliards qui retournent au Trésor parce qu'on n'arrive pas à le dépenser pour des projets d'envergure. Pour le dépenser rapidement, mais intelligemment, déjà, on pourrait améliorer les conditions de vie des militaires. Là, on voit que les salaires ne sont pas du tout compétitifs avec le privé. Si on veut s'assurer d'avoir de la relève et de la garder, parce que même si on recrute beaucoup, si les gens s'en vont plus rapidement, c'est kiff-kiff bourricot, là, on perd du monde. Donc, améliorer les conditions salariales, améliorer les conditions de travail aussi. Des militaires qui vivent dans des baraquements, des fois, où il y a de la moisissure, c'est pas à jour, c'est pas adapté. Les familles qui vivent aussi dans des maisons pour militaires. Donc, les installations ont besoin d'amour. Énormément. Donc, ça, on peut investir rapidement là-dedans. Il faudrait aussi mettre l'accent sur l'achat local. On a tendance à beaucoup trop délocaliser ce qu'on fait. Avoir une mauvaise communication entre l'armée et la base industrielle qui pourrait développer des outils plus adaptés pour l'armée si elle savait c'était quoi les besoins de l'armée. Quitte à ce que ce soit un petit peu plus cher, les retombées locales sont tellement importantes et surtout pour une région comme Saint-Jean, une ville garnison, mais qui a aussi une base industrielle militaire importante. Donc, qu'on fasse des dépenses intelligentes, qu'il y ait une meilleure discussion entre le militaire et l'industrie parce qu'on a des solutions super innovantes ici. Mais l'autre problème, c'est que quand on développe des solutions innovantes, les paliers de paperasserie au fédéral sont tellement épouvantables que ça finit par décourager les petits entrepreneurs qui trouvent des acheteurs partout chez nos pays alliés, sauf ici. Ouais. On en a parlé ici lors de votre dernière visite où vous nous aviez parlé là, de la réduction des heures d'ouverture. Au poste frontalier ici du comté. Et depuis ce temps, bien là, on a appris qu'on avait, on appelle ça le chemin Roxham 2. Donc, ça passe les immigrants illégaux haïtiens là, qui traversent donc les douanes à la colle. Ça, c'est un autre dossier important. Peut-être résumer un peu votre pensée. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour sécuriser les frontières? Puis, je sais que vous en aviez parlé, mais là, il y a une problématique qui s'est ajoutée là, depuis quelques semaines. Bien, il y a deux aspects. La question de la sécurité des frontières et la question de l'immigration, il y a des solutions qu'il faudrait adapter à ces deux enjeux-là. Sur la question de la sécurité à la frontière et des heures de fermeture, on avait écrit à des collègues américains qui nous ont répondu en nous mentionnant qu'ils ont les mêmes craintes que nous et qu'ils nous soutiennent dans la démarche visant à demander que les heures redeviennent ce qu'elles étaient, ne serait-ce entre autres que pour les échanges commerciaux entre les deux pays, parce que malgré les tarifs, on souhaite maintenir quand même autant que possible nos échanges. Et pour des aspects de sécurité aussi, il y a des ententes interfrontalières pour les pompiers, par exemple, pour des interventions quand il y a des catastrophes majeures. Bien, si la douane est fermée et que personne n'a la clé, bien, c'est un grand détour qu'il faut faire. Donc, il y a cet aspect-là et on a le soutien des représentants de l'autre côté de la frontière à cet effet. Mais il n'y a rien qui s'est fait concrètement depuis notre dernière rencontre? Non, la réponse du gouvernement reste la même. C'est comme s'ils ne voyaient pas le problème finalement, puis ils nous répondent plus ou moins en mettant un peu le blâme d'ailleurs sur les États-Unis en disant bien, c'est eux autres qui ont demandé ça, puis quand on parle avec les élus américains, on se rend compte que c'est pas le cas. Bon, il y a ça de ce côté-là. De l'autre côté, sur la question des arrivants qui passent par la frontière, nous, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme à l'automne en disant il risque d'y avoir une augmentation, une vague d'immigration. On a ces sons de cloche-là, des groupes communautaires, des avocats en immigration avec l'arrivée de Trump. Et on s'est fait dire par le gouvernement, vous essayez juste de faire peur au monde, alors que nous, on disait il faut s'y préparer.
Tant mieux si elle n'arrive pas, mais on ne peut pas être dans la pensée magique, il faut être prêt. Et une des choses qu'on demandait, c'est une meilleure répartition, parce qu'il faut les accueillir quand même, ces gens-là, et traiter leurs dossiers. Donc, mettre des ressources dans le traitement de ces dossiers-là pour pas que quelqu'un qui arrive ici, pendant 4 ans, on traite son dossier, puis après ça, on lui dit, une fois qu'il est installé, francisé, qu'il a un travail, un emploi, bien, on te retourne chez toi parce que ta demande est refusée. Donc, on demandait à ce que les autres provinces fassent leur effort aussi, que ce ne soit pas que le Québec principalement et maintenant un peu plus l'Ontario aussi, qui est à accueillir ces gens-là avec des ressources inexistantes. Parce que même si on ajoute de l'argent, ça ne fait pas apparaître des profs en francisation, ça ne fait pas apparaître des logements, c'est sur le long terme. On voulait avoir un meilleur partage de cet accueil-là. Puis le fédéral, finalement, n'a rien fait. Il a convoqué les provinces. La plupart ont dit « non, on ne veut rien savoir », puis ça a fini là. Donc nous, on avait déjà le drapeau de lever. Bien, finalement, on a joué les Cassandres, on a eu raison. Malheureusement, la prophétie s'est réalisée. Donc on aurait aimé que le gouvernement soit plus efficace plutôt que de se limiter à nous dire qu'on essaie de faire peur au monde. Je n'ai pas le choix de vous poser la question parce que les sondages sont très favorables aux libéraux, autant au Québec que partout au Canada. Même que ça affecte le vote au niveau bloquiste au Québec. Quelle est votre réaction? Comment vous percevez actuellement la mouvance des électeurs là, vers les libéraux? Là? Oui, on ne se comptera pas d'histoire. Ça va être probablement plus serré que, par exemple, la majorité que j'ai eue la dernière fois dans Saint-Jean. Mais nous, on fait campagne de la même façon. On a toujours fait campagne sur le terrain, peu importe, on continue à faire campagne. Mais c'est en discutant avec les gens parce que le corollaire de la question qui peut le mieux faire face à Trump, c'est bien, qu'est-ce que c'est l'utilité du Bloc? Et ça revient à chaque élection, mais là, ça revient différemment cette fois-ci. Et nous, c'est de rappeler aux gens que si c'est bon pour le Canada, on va voter en faveur. Notre rôle, c'est de s'assurer que ce qui est bon pour le Canada ne soit pas mauvais pour le Québec. En fait, vous voulez continuer d'être le chien de garde des Québécois. Exactement, la police d'assurance, parce que si... Et ce sera fort probablement M. Carney. Là, les gens peuvent déjà rayer ça. Là. Ça va être M. Carney. Le Canada l'a déjà choisi. Le Québec a ce pouvoir-là de se doter d'un gouvernement minoritaire avec un bon chien de garde, justement, pour s'assurer d'avoir une protection contre M. Carney, qui, lui, va faire face à Trump, mais peut-être en voulant brader l'économie du Québec. Donc, c'est de rappeler ce rôle-là aux gens. Et en le mentionnant, en le répétant, on a toujours été collaboratifs. Et preuve par l'exemple, en 2019, lors de la signature du premier RACIUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, nous, on est arrivés en Chambre après que l'accord a été ratifié. L'élection était à peu près en même temps. On est arrivés après. Et on s'est rendu compte que le Canada avait oublié de protéger l'aluminium au même niveau que l'acier de l'Ontario. Bien, on a trouvé une façon de, sans rouvrir l'ACIUM, de protéger l'aluminium. On a travaillé de collaboration avec la ministre Freeland, qui était à l'époque au commerce international, et on a protégé l'aluminium de la même façon que l'acier. Si le Bloc n'avait pas été là, on n'aurait pas pu le faire. Et ça serait jamais arrivé. Personne n'avait pensé à protéger l'aluminium. On a été créatif pour trouver une solution. On l'a mené jusqu'au bout. Mais ça, c'est un des exemples de ce que le Bloc est capable de faire. Comme parti d'opposition, on a un rôle à jouer. On est le chien de garde. On n'aurait jamais parlé de gestion de l'offre autant si le Bloc n'avait pas été là et de plusieurs autres enjeux. Donc, c'est pour cette raison-là qu'une fois que la question est réglée là, du côté du Canada, ce sera fort probablement Mark Carney, le prochain premier ministre. Bien, à ce moment-là, le Québec a encore une voix au chapitre et sa meilleure option, et l'option qui est même nécessaire présentement, c'est d'envoyer un contingent de bloquistes fort à Ottawa. Ça passe vite, en 1 minute 30. Qu'est-ce que vous êtes le plus fier de ce que vous avez fait au cours de votre dernier mandat pour le comté de Saint-Jean? Bien, je dirais de mon dernier mandat et de mes derniers mandats, comme il y en a deux. On a fait cet exercice-là justement avant l'élection de dresser le bilan de ce qui a été fait dans Saint-Jean. Et effectivement, il y a plusieurs dossiers, tant sur la colline parlementaire que des gros dossiers dans Saint-Jean, mais ça reste quand même ma plus grande fierté. Tous les cas de citoyens qu'on a gérés un par un. On ne les nomme pas dans un bilan individuellement pour des raisons évidentes de confidentialité, mais quand je fais du porte-à-porte puis quelqu'un me dit « Vous m'avez aidé dans mon dossier », ça fait ma journée. C'est vraiment ça qui me donne la plus grande fierté et c'est un travail d'équipe. On le fait avec l'ensemble du bureau. Puis ça, c'est une raison de plus de choisir de réélire Christine Normandin, c'est qu'il y a un excellent bureau qui vient avec, qui va continuer à donner un service exceptionnel aux citoyens. Madame Normandin, merci beaucoup et je lève mon chapeau, pas parce que vous... mais surtout votre travail, parce que vous êtes une mère monoparentale et que vous faites cette campagne avec un petit bébé et vous vous levez très tôt le matin, vous terminez très tard le soir. Je voulais juste dire aux gens que cette vie-là n'est pas évidente et
que souvent on critique les politiciens, mais vous faites un travail essentiel et je pense que... Bien, merci. Puis j'ajouterais, on fait la preuve que c'est possible. On veut donner l'exemple à d'autres que ça se fait, la conciliation travail-famille en politique. Donc, si ça peut briser des plafonds de verre, tant mieux. Oui, ben voilà. Ben, merci beaucoup, Mme Lambert. Bonne campagne. Merci beaucoup. Voilà, on fait une pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Mon prochain invité sera le candidat du Parti vert pour le comté de Saint-Jean. Il s'agit de M. Vincent Piette. M. Piette, bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce qui vous amène à vous présenter pour cette élection là, du 28 avril et pourquoi avoir choisi le Parti vert? Ce qui m'amène à me présenter, c'est vraiment le climat géopolitique actuel. Au mois de janvier, quand j'ai vu des millions de personnes acclamer Elon Musk faire un salut de type nazi, que moi, personnellement, je considère un salut nazi, ça m'a fait réaliser que, veux pas, le monde dans lequel on vit est très, très, très fragile, puis que ça va prendre plus que juste que j'aille voter. Donc, j'ai vraiment décidé de pousser la note plus. J'ai été voir un peu au niveau des partis qu'est-ce qui était comme le plus loin de ce qui se passait présentement. Puis là, j'ai arrêté sur le Parti vert. Puis c'est ça qui m'a poussé, dans le fond, à me présenter pour le Parti vert. C'est vraiment les motivations progressives du parti. Parlez-nous un peu de vous, là, vous présentez un peu ce que vous faites dans la vie. Et peut-être que vous êtes un résident de Saint-Luc d'abord, donc un résident du comté, mais ce que vous faites dans la vie, ce qui vous motive, parce que, bon, il y a eu cette décision en janvier, mais évidemment, vous suiviez la politique un peu avant, j'imagine. Oui, j'ai toujours été un gros fan de la politique, personnellement, parce que c'est quand même qu'est-ce qui détermine le futur de notre monde. J'ai toujours été quelqu'un qui s'implique beaucoup. Si on regarde par le passé, j'ai habité pendant environ une dizaine d'années à Toronto depuis 2013. Ensuite, je suis venu habiter à Saint-Jean, justement. J'habite à Saint-Luc maintenant. J'ai fait du bénévolat pour beaucoup d'organismes, donc comme La Fierté Toronto ou encore Rainbow Railroad, qui aide des gens de la communauté LGBTQ+, qui ont des risques pour leur vie dans d'autres pays dans le monde. Donc, à les relocaliser ailleurs où est-ce que c'est sécuritaire pour leur vie. Sinon, ici, à Montréal, je m'implique dans le GRI, qui est aussi un organisme à but non lucratif pour essayer de défaire les préjugés, les stéréotypes liés à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Donc, mes valeurs sont vraiment très progressives, puis l'agenda progressiste est très important pour moi. Là. Donc, je peux comprendre que ce qui se passe aux États-Unis vous touche particulièrement. Oui. J'ai versé des larmes parfois en écoutant les nouvelles, malheureusement. Ouais. Bon, le Parti vert, c'est un parti environnementaliste. Et généralement, l'environnement vient dans les priorités des Québécois et des Canadiens lorsqu'il y a une campagne électorale. Cette campagne-ci, cependant, c'est évidemment ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que vous aimeriez qu'on parle plus d'environnement dans cette campagne? Est-ce que vous pensez que l'environnement est un peu mis sous le couvert à cause de ce qui se passe aux États-Unis? Oui, malheureusement, parce que si on recule seulement quelques mois, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les feux de forêt de 2023, où est-ce qu'on avait des couchers de soleil, une journée entière de soleil à New York qui était orange dû aux feux de forêt. Ça fait vraiment pas si longtemps que ça. Donc, veut pas, c'est l'urgence d'agir et maintenant, veut pas, pour les futures générations, pour nos enfants. Puis c'est dommage que malheureusement, ça soit un peu écarté. Je pense que le monde continue à y croire, continue à penser que c'est important, mais il y a toujours les êtres humains, veut pas, on pense toujours à « OK, est-ce que je suis capable de me nourrir pour demain?
avant de penser à ce que je peux me nourrir la semaine Ouais. prochaine. Donc, veux pas, c'est sûr qu'en ce moment, on a des gros challenges qui peuvent nous affecter puis qui vont faire que la campagne électorale présentement se dirige plus vers d'autres sujets que l'environnement. Oui, c'est ça. Mais un dossier d'environnement, c'est les fameux pipelines qu'on veut construire parce que, bon, évidemment, avec les effets de Trump, on veut peut-être produire davantage de pétrole pour être moins dépendant. Il y a des partis qui sont en faveur, d'autres, évidemment, vous êtes en défaveur, mais comment on pourrait essayer de régler ce problème-là avec les États-Unis sans la construction de pipelines? Ça va être difficile. Ouais. Malheureusement, ça ne sera pas quelque chose de facile, mais dans la vie, il n'y a jamais des choses qui peuvent être vraiment facilement atteignables puis qui valent la peine plus tard. Donc, veut pas, quand on a fait, mettons, au Québec, les choix dans les années 70 de construire des gros barrages dans la baie James, ça ne s'était jamais vu. Il y a probablement beaucoup de gens dans ce temps-là qui ont dit « Mon Dieu, on va dépenser de l'argent pour ça, on ne devrait pas faire ça, etc., etc. » Mais ça l'a payé. Ouais. Je crois que c'est la même chose qu'il faut faire encore. Il faut être avant-gardiste, il faut être innovateur, il faut se battre pour le futur qu'on veut. En fait, est-ce que vous seriez en faveur qu'on développe davantage, pas développer, mais qu'on encourage davantage les voitures électriques? Parce que là, le gouvernement veut même se désengager de subventions à l'achat de voitures électriques. Est-ce que ça pourrait aller jusque-là? Je crois qu'il faut quand même continuer à subventionner une certaine partie des véhicules électriques. Par contre, je pense qu'il faut vraiment investir plus dans des technologies et rendre le confort, mettons, des transports en commun. Parce que, veut pas, si la congestion automobile, si la voiture est électrique ou la voiture est à gaz, il va y avoir la congestion pareil. Oui, tout à fait. Donc, il faut vraiment densifier nos villes, se permettre des transports en commun qui sont meilleurs, puis vraiment avancer pour, veut pas, essayer de se départir de l'automobile. Puis ça, bien, on ne peut pas demander aux consommateurs, aux concitoyens de changer leur mode de vie parce que toute la société, tout notre système présentement est fait en fonction qu'on peut avoir une voiture puis qu'on en a besoin pour réussir à se rendre au travail, amener les enfants à la garderie, etc. Donc, il faut ajouter des incitatifs, dans le fond. C'est ça, pour encourager les gens à moins utiliser la voiture. Exactement. C'est pour ça que le transport en commun, c'est un dossier important pour le comté de Saint-Jean, parce que vous souhaiteriez justement le développer davantage. Exactement. Le transport commun, veut pas, ça reste... tant qu'à moi, ça devrait être gratuit. Premièrement, il faut inciter les gens à le prendre. Si c'est gratuit, c'est beaucoup plus attrayant, premièrement. Puis, deuxièmement, bien, il faut rehausser l'offre. C'est sûr qu'il y a des coûts qui sont associés à tout ça, mais je crois qu'on a les moyens, si on veut vraiment atteindre nos objectifs de gaz à effet de serre, de se lancer, dans le fond, dans des grands projets comme ça. Par exemple, au niveau du transport en commun, présentement, le service d'autobus 96, qui se rend directement jusqu'au centre-ville de Montréal, va être abandonné à partir du mois de juin. J'ai lancé une pétition en ligne pour essayer de forcer les autorités, veut pas, à essayer de travailler un peu plus là-dessus, parce que je ne crois pas qu'il faut transférer un mode de transport en commun à un autre. Il faut bonifier l'offre. Donc, c'est pas en allant au REM qui permet quand même de se rendre à Montréal qu'on va vraiment inciter les gens à prendre plus de transport en commun. Donc, c'est ça. Donc, l'abandon de la voie réservée, par exemple, actuellement, les problèmes du REM qui amènent les gens à moins utiliser l'auto parce qu'ils trouvent que ce moyen est plus rapide. Donc en fait, c'est encore là de bonifier l'offre. Et d'ailleurs, votre position sur est-ce qu'on aurait dû prolonger le REM jusqu'à Saint-Jean? Est-ce que ça aurait été une bonne façon? Moi, je crois que le REM devrait être prolongé jusqu'à 10-35. Comme qui avait été déjà... En fait, c'était dans les plans initiaux. Initiaux, oui, c'est ça. Oui, exactement. Parce que veut pas, c'est qu'il faut voir plus tard, veut pas. Parce que plus on attend, plus ça va coûter cher faire le prolongement. Donc, tu sais, c'est sûr qu'on se dit, ça coûte cher là, mais est-ce que... La population va augmenter aussi, là. Les gens, évidemment, là, à cause des banlieues, s'éloignent de Montréal. Donc, le besoin de transport en commun va exister davantage au cours des prochaines années. Là. Fait que il va y avoir un besoin de toute façon. Oui, exactement. Puis si on regarde, quand ça avait été décidé, c'était avant, veut pas, le boom immobilier qu'on a connu pendant la pandémie. Les gens sont venus s'installer à Saint-Jean, puis je suis persuadé qu'il y aurait une beaucoup plus grande demande aujourd'hui qu'il y avait quand ils ont fait leur étude originale, veut pas. Bon, je sais que c'est un dossier, dossier provincial, mais quand même, ça peut
être un dossier dont vous pouvez vous attaquer si... Oui, parce que aussi, je vais pas m'en dire au niveau de la politique, c'est sûr qu'il y a les niveaux municipal, provincial, fédéral, mais je crois qu'il faut toujours travailler tous ensemble pour un but commun, parce qu'on ne peut pas juste dire « Ah, ben ça, c'est la job de l'un, ça, c'est la job de l'autre ». C'est pas comme ça qu'on va réussir à atteindre les objectifs des projets qu'on veut se donner. Il y a de la pression qui peut se faire de toute façon. Exactement. À ce niveau-là. Il y a un autre dossier, et ça aussi, ça peut être environnemental, parce que ça touche les agriculteurs, c'est la gestion de l'offre. Plusieurs risques, en tout cas, pensent que ça pourrait être abandonné avec des négociations au niveau avec Donald Trump. Quelle est la position du Parti vert concernant la gestion de l'offre? Parce que ça touche quand même plusieurs agriculteurs du comté. Il n'est pas question d'abandonner la gestion de l'offre au niveau du parti. C'est sûr que c'est un des gros enjeux au niveau des agriculteurs. Je pense qu'il y a aussi d'autres enjeux qui viennent toucher d'autres circonférences, d'autres points, puis d'autres niveaux, un peu comme veux pas. Peut-être la création de ceintures vertes autour des villes pour justement aider à densifier les villes et également protéger les agriculteurs pour les protéger de la spéculation parce que veux pas. Le coût des champs, le coût au mètre carré n'arrête plus d'augmenter, puis il y en a beaucoup qui malheureusement louent leur terrain. Donc, c'est toutes des choses qui viennent vraiment toucher au niveau des agriculteurs. Bon. En terminant, est-ce qu'il y a d'autres dossiers locaux que vous aimeriez attaquer? Principalement, c'est les deux. Sinon, vraiment, au niveau de l'offre immobilière, je crois que tous les paliers de gouvernement doivent se mettre entre eux pour vraiment avancer parce que, veux pas, si on regarde le prix moyen d'une maison dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a augmenté de 180 dans les 5 dernières années. La SCHL, qui est, veut pas, un peu vraiment pour ça, qui a comme mandat de s'assurer... Ils chapeautent tout ça. Oui. Ils chapeautent tout ça. J'ai été lire leur mandat qui est sur le site du gouvernement du Canada, qui est vraiment supposé aider les gens à faible revenu de pouvoir accéder à la propriété. On peut dire qu'ils ont beaucoup manqué le bateau dans les dernières années. Ils relèvent du ministère du Logement, qui est comme à gauche et à droite au niveau fédéral. Il y a eu 10 ministres différents dans les 20 dernières années qui se sont occupés de la SCHL. Donc, qui fait le suivi des dossiers, qui essaye de faire en sorte que ça fonctionne. C'est pas nécessairement de rentrer là avec un bulldozer, mais c'est vraiment d'aller voir les gens, OK, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne, à quel niveau de palier de gouvernement. C'est pas normal que ce soit pas intéressant pour un promoteur immobilier de vouloir construire des logements sociaux et des choses comme ça. Il faut rendre ça attrayant pour les gens qui construisent, puis ça va aider à ce qu'on ait l'offre, parce que le concept de l'offre et la demande, c'est de base, on enseigne ça en secondaire 5. M. Piette, merci beaucoup. Bonne campagne électorale. Et puis, on invite les gens, bien sûr, à voter. C'est le 28 avril prochain. Merci beaucoup, M. Piette. Merci beaucoup, Mario. Voilà, donc ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Au revoir, à la prochaine.